Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Fille Expat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic. Donc je l'ai dit, je suis partie, j'avais 14 ans de chez ma mère. Et donc là, c'est quoi, c'est 26, un truc comme ça, 26 par là. Et donc je retourne chez ma mère, après plus de 10 ans à ne pas être chez elle. Alors, dans un sens, j'ai eu énormément de chance, parce que, je l'ai dit, je viens du milieu des collines, donc pendant le confinement, on avait la chance de pouvoir quand même sortir facilement dans la forêt, dans les collines et tout ça, donc j'avais énormément de chance. Et en même temps, c'est très bizarre de revenir chez tes parents quand tu as vécu à l'étranger, quand tu as été très très indépendante. Donc ça s'est pas trop mal passé, mais ça m'a pas donné envie de rentrer chez mes parents. Mais tu sais, comme tu disais, quand tu arrives dans un pays à l'étranger, tu dois t'adapter, comprendre, etc. Mais en fait, quand tu rentres chez toi, c'est pareil. Tu dois réapprendre à comprendre ce que eux ils ont pas vécu, que toi t'as vécu, et à s'adapter à leur routine, etc. Et je te joins là-dessus. On a fait un épisode avec Carlyle récemment, qui est sorti d'ailleurs la semaine dernière, où justement on part de ce retour et c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas évident. Et je pense aussi qu'il y a autre chose, c'est que moi, comme je suis partie quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont pas vu grandir. Donc, tu vois, je suis pas la même personne que la dernière fois où j'avais vécu avec eux, en fait. Et du coup, ça demande de l'adaptation des deux côtés. Après, je remercie énormément ma mère, quand même, qui m'a eu pendant le confinement. Et moi, en plus, je commençais un nouveau poste. Donc, j'étais tout le temps en train de bosser en ligne. Alors, ça aussi, c'était assez drôle de prendre un poste où, en fait, je remplaçais quelqu'un qui partait à la retraite après 30 ans sur des marchés où il connaissait tous ses clients. Ses clients n'avaient pas du tout envie de changer de personne et on n'a jamais pu se voir en vrai. J'ai dû tout faire en ligne. Donc, ça, c'était un peu folklore aussi. Mais donc, du coup, moi, j'avais ce stress-là. Je bossais énormément, etc. Ma mère, elle comprenait pas parce que moi, j'étais tout le temps en train de bosser parce que personne ne bossait à ce moment-là. Puis en plus, comme pour une fois, elle avait sa fille qui, normalement, est à l'autre bout du monde, elle avait envie de me parler, mais moi, je pouvais pas me le permettre. Ça a été un peu folklore. Parce que ta maman, du coup, elle travaille ou? Ma maman est prof de SVT, elle l'était encore à ce moment-là. Là, elle est retraitée, mais du coup, en tant que prof, c'était un peu à l'arrêt quand même. donc, ouais. En plus, elle approchait de la retraite, donc elle, tu vois, elle est plus en mode le boulot, bon. C'est clair. Les cours en ligne, c'est bon, quoi. Tout à fait. Donc ouais, c'était un peu marrant. Ceci dit, ça m'a aussi permis de réfléchir à plein de choses, de me reposer. En fait, la vie de business développeur, c'est une vie un peu folle. T'es tout le temps en train d'aller à droite à gauche. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé pour l'instant, mais t'es tout le temps dans un avion, aller je sais pas où, à machin. Tu te reposes jamais. Moi, j'ai déjà fait 7 semaines de déplacement d'affilée, mais à chaque fois en changeant, où je passais pas plus de quelques heures chez moi, puis je repartais. C'est une vie de fou. Moi qui déteste faire ma valise, ça c'est vraiment un truc que je déteste faire. Faire la valise, penser à ce que tu dois prendre, etc. Ça devient un automatisme. Quand tu fais autant de déplacements, ça devient un automatisme. Moi, ma valise, je réfléchis pas. C'est voilà. Elle est toujours prête. C'est ça. Mais tu vis dans ta valise, ceci dit, ce qui est particulier, c'est une vie qui est à 100 à l'heure, où t'as pas... en fait, tout ce que les gens, normalement, dans leur vie perso, de routine, de quotidien, d'aller au tennis tous les jeudis, de voir c'est très, très différent et t'es complètement décalé par rapport à la plupart des gens. Tu vis dans des hôtels, tu vis dans au restaurant, dans des hôtels. C'est une vie en même temps très riche parce que tu rencontres plein de gens et très solitaire parce que souvent, en fait, tout seul dans un hôtel, dans un endroit paumé. Et c'est énormément d'avions aussi. D'ailleurs, il y a un moment, je prenais tellement l'avion que j'ai commencé à avoir des problèmes de circulation dans les jambes. Ah, parce que en fait, la pression quand tu prends tout le temps l'avion, c'est pas très bon pour la santé. Sans compter que quand j'étais petite, j'avais trouvé ça fascinant de prendre l'avion. J'en suis revenue largement. Quand tu passes beaucoup de temps dans l'avion, c'est pas du tout bien. Et en plus, je vais en parler un peu plus tard parce que ça vient un peu plus tard dans l'histoire, mais l'avion a beaucoup d'autres désavantages. Bref, du coup, après ce confinement, j'ai aussi beaucoup réfléchi sur plein de choses, sur ma vie, sur la façon dont je faisais les choses et le rythme que je pouvais avoir, etc. Je suis repartie en Espagne donc pour ma boîte. Donc j'ai pris mon poste complètement, on va dire, en allant voir tous mes clients. J'étais encore dans la nutrition animale et parmi beaucoup de questions que je me posais aussi, il y avait sur la nutrition animale, c'est un milieu particulier. Il y a beaucoup d'éleveurs qui font un travail exceptionnel et il faut le reconnaître et qui sont des gens absolument formidables. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a aussi beaucoup d'aspects beaucoup moins sympas et en termes entre autres environnemental et climatique. Et c'est compliqué. Et je pense vraiment qu'il y a un énorme rôle à jouer de l'agriculture et de l'élevage dans plein de problématiques. Mais moi, j'en étais arrivée à un moment où j'en avais un peu marre d'être dans ce secteur-là. J'ai vu beaucoup de choses, entre autres en Asie, où c'est parfois un petit peu
un petit peu hard, on va dire, et même si tu essayes de faire évoluer les choses de l'intérieur, c'est compliqué. À ce moment-là, à peu près, quand j'étais déjà revenue en Espagne, j'ai découvert Time for the Planet, qui est l'entreprise sur laquelle je travaille aujourd'hui. Je suis devenue actionnaire de Time parce que je me posais de plus en plus de questions sur le climat, et en l'occurrence, Time travaille sur les sujets du climat. Et en fait, quand j'ai découvert Time, je me rappelle très bien ce jour-là, j'ai vu un post dessus, j'ai cliqué sur le site. J'ai vu que c'était des entrepreneurs qui créaient des entreprises pour lutter contre le réchauffement climatique et que tout le monde pouvait devenir actionnaire à partir d'€1. Je me suis dit, c'est incroyable. Et je suis devenue actionnaire en 2 heures. Donc, je suis devenue actionnaire de Time à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé en plus à faire beaucoup plus ma culture climatique, parce qu'en plus de rentrer dans Time, je suis rentrée dans la communauté des bénévoles de Time. Donc, t'as plein de gens qui échangent plein de choses à propos du climat et qui se remettent en question comment on fait pour agir en tant qu'individu et tout ça. Et donc, j'avais ça d'un côté, et mon boulot en parallèle, où là, je travaillais dans la nutrition animale, où je travaillais dans l'export, donc dans produire des produits à un endroit avec des matières premières qui viennent d'un autre endroit pour les envoyer dans un autre endroit où ça aurait pu être produit, ce qui a un impact non négligeable, où je prenais beaucoup l'avion, qui a aussi un impact non négligeable. Et je pense qu'une des plaques tournantes pour moi en ce qui concerne l'avion, c'est le jour où j'ai fait un bilan carbone. Parce que j'ai fait mon bilan carbone, donc t'inclus pas tes voyages professionnels dans tes bilans carbone, mais t'inclus tout ce qui est perso. Et donc j'ai fait mon bilan carbone, je mange assez peu de viande et tout ça, donc j'avais un bilan plutôt bas. Et comme j'adore le Brésil, j'ai voulu mettre un aller-retour pour le Brésil en avion. J'étais à 4 tonnes et quelques. Ça m'a doublé mon bilan carbone direct, juste un aller-retour, hein. Donc juste un seul aller-retour dans l'année. Ça m'a doublé mon bilan carbone, donc je suis arrivée à 8 tonnes et quelques. Et là, je me suis dit, c'est pas soutenable. Et donc, non seulement en perso, c'est pas soutenable, mais du coup, dans mon métier, moi, je participe aussi à ça. Alors, attends, si je peux t'arrêter une seconde, parce que tu vois, toi et moi, on parle de bilan carbone parce qu'on sait ce que ça représente. Ah oui. Donc, si tu peux peut-être essayer de définir simplement ce que tu veux dire par bilan carbone. Ouais, je vais essayer d'expliquer ça en rapide. Donc, en gros, sur les enjeux climatiques, on a des émissions de gaz à effet de serre. Le plus connu, c'est le CO2. On entend souvent parler du CO2, des émissions de gaz à effet de serre, qui en fait participent à réchauffer notre planète. C'est pour ça qu'on parle de réchauffement climatique. Et en fait, en tant que personne, on émet des gaz à effet de serre. Et quand on veut calculer quelle quantité de gaz à effet de serre on participe à émettre, on fait ce qu'on appelle un bilan carbone, ce qui nous permet en fait de savoir combien de tonnes de carbone, donc on parle en CO2 parce qu'il y a plusieurs gaz à effet de serre, mais ce serait compliqué de les mettre tous. Donc en fait, on fait des équivalences entre chaque gaz en termes de CO2. Donc par exemple, telle molécule équivaut à 10 CO2 ou des choses comme ça, et on convertit tout en CO2. On fait un bilan carbone et ça nous permet de savoir combien de tonnes on émet par an pour tout ce qu'on fait. Et en l'occurrence, aujourd'hui, la moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes. Et ce qui est recommandé à long terme pour 2050, si on veut avoir un monde soutenable, c'est 2 tonnes. Donc on a 8 tonnes d'écart. Et est-ce que tu as un site à recommander pour les personnes qui voudraient justement faire leur bilan carbone ? Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui existent. Ceci dit, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Il y a l'ADEME, ADEME, qui est l'agence pour la transition écologique française, qui fait beaucoup de travaux là-dessus. Et quand on va sur leur site, donc il suffit de taper ADEME, quand on va sur leur site, il y a un endroit, il y a une section pour les particuliers. Je pourrais te donner le lien, comme ça, ça pourra permettre aux gens d'y aller directement, qui est pour les particuliers. Ils proposent plusieurs choses, ils proposent des actions, etc. Et ils proposent le calcul de ce bilan carbone. Donc c'est assez bien. Et en plus, pour le coup, l'ADEME, on est sûr que c'est des données qui sont bien carrées, bien faites, etc. Parce qu'il y a beaucoup de simulateurs, mais on peut se demander un petit peu. Là, sur l'ADEME, on est sûr que le travail qu'il y a derrière est du travail très solide qui est fait par ces personnes-là. Donc, je vous conseille l'ADEME, qui aussi publie régulièrement des choses, des informations, et donc même en termes de sensibilisation, c'est intéressant de voir un petit peu ce qu'ils racontent sur ce site-là. Super. Et toi, du coup, tu disais que les Français, en moyenne, on a 10 tonnes par an. Et est-ce que l'avion serait un des plus gros contributeurs à augmenter ce bilan ? Alors, en fait, ça dépend énormément des personnes. Parce qu'en fait, l'avion, un des gros trucs de l'avion, c'est que la plupart des gens ne le prennent pas. La vérité, c'est qu'il y a très, très peu de gens qui prennent l'avion. Donc, en termes de bilan total, en termes d'émissions totales, c'est pas si fort. Mais en fait, c'est une toute petite partie de la population qui émet tout ça. Et donc, à titre personnel, c'est énorme le poids que ça peut avoir sur un bilan. Par contre, comme en fait, on a une grosse majorité de la population qui ne prend pas l'avion, parce qu'en fait, même si les avions aujourd'hui sont pas très chers pour plein de choses, partir en vacances à l'autre bout du monde, ça coûte cher. Même si ton billet d'avion il est pas cher, il y a plein d'autres choses autour. Donc c'est pas accessible à la plupart de la population. C'est évidemment pas accessible à nos petits Vietnamiens qui sont en train de se boucher avec un seau. Ils ne prennent pas l'avion. Et donc, en fait, ça dépend énormément. En fait, c'est ça qui est important dans un bilan carbone, c'est de comprendre quels sont les leviers sur lesquels nous, on peut agir. D'abord parce que c'est ceux où aujourd'hui on a le plus d'impact, c'est-à-dire que si on mange énormément de viande, c'est sûrement un des axes sur lesquels on peut progresser.
et par rapport à notre vie et ce qu'on est prêt à faire. Il y a des gens qui sont prêts à faire certaines choses, qui vont pas du tout avoir de mal à réduire la viande, mais qui, à côté de ça, vont avoir besoin de prendre la voiture tous les jours et vont avoir beaucoup de mal à s'en passer. Donc, en fait, ça permet aussi de se rendre compte où est-ce qu'on a nos axes d'amélioration et de décider en fonction. Bon, bah là, c'est dur de faire tout en même temps. Faut être honnête, c'est dur de faire tout en même temps, mais ça permet de progressivement se dire, bon, ok, là, moi, je vais me concentrer sur ça, je me sens capable de le faire. Une fois qu'on a réussi à faire ça, de faire autre chose. Et puis, alors moi, j'ai décidé à titre personnel de ne plus prendre l'avion du tout. C'est un choix très, très fort, surtout pour quelqu'un qui a une vie comme la mienne, où j'ai des amis un peu partout dans le monde, où j'ai vécu partout. Et puis, ma vie, c'était un peu ça, hein, c'était de voyager partout. Donc, j'ai décidé, le jour où j'ai fait ce bilan carbonal, je me suis dit, plus jamais je prendrai l'avion à titre personnel. Je le prendrai peut-être à titre pro si j'ai besoin, mais en tout cas, à titre personnel, je le ferai plus. Mais on n'est pas obligé, on va dire, d'aller d'un extrême à l'autre tout de suite. On peut aussi... voilà, voir comment on articule notre vie. Il y a des gens qui ont des familles qui habitent sur 2 pays, enfin des couples internationaux. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être plus ou moins facile. Et il faut être honnête, sur certaines destinations, par exemple avec l'Espagne à la France, ça se fait en train. Moi, j'ai fait des Barcelone-Paris, ça met 7 heures, mais ça se fait en train, c'est pas trop un problème. Le problème, ça peut être le prix. Ça, malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui ont besoin d'être faites pour que l'avion devienne de moins en moins accessible par rapport au train et que le train devienne de plus en plus accessible. Il y a beaucoup d'efforts à faire et il y a des pays qui ont fait des trucs assez cool. Il y a l'Allemagne qui a sorti un ticket à 9 euros par mois, il me semble, sur les grandes lignes de train en illimité. Il y a la Norvège qui a fait un ticket climat, tous les transports en commun, pareil, sur un forfait au mois, il y a accès à tous les transports en commun. Donc il y a plein de pays qui commencent à faire ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il faut au moins être assez curieux pour rechercher ces informations et d'aller voir si ça peut être plus avantageux. Enfin, moi, j'ai pensé à toi parce que quand on a préparé cette interview, je te disais justement que je prends peut-être un petit peu trop souvent l'avion, mais c'est parce que c'est toujours moins cher et que pour l'instant, financièrement, j'ai pas vraiment le choix. Par contre, j'ai pensé fortement à toi parce que du coup, là, je fais dimanche un Chicago-Détroit. Normalement, j'aurais pris l'avion parce que du coup, c'est plus rapide. En général, c'est moins cher. Mais là, je vais prendre le bus. Ah! Voilà, donc tu vois, c'est ce qu'on disait en fait, il faut commencer à tester, au moins prendre en compte, considérer les choses et même si ça va peut-être me prendre un petit peu plus de temps, bah, c'est pas grave parce qu'en soi j'ai l'impression de faire quelque chose de bien et si on implémente comme ça tout doucement des petites choses au quotidien, bah, c'est comme ça qu'on va avancer, mais si par exemple on est contre l'idée de s'éduquer là-dessus, bah, dans ces cas-là on n'avancera jamais en fait. Et puis en plus, le plus difficile, je trouve que c'est le premier pas parce qu'on se dit oh là là, c'est difficile et tout. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qu'on va faire et puis en fait, on va pas en être plus malheureux parce qu'il y a plein de choses, on va dire bon, en fait, c'est pas si dur, etc. Et on se rend compte, on rentre dans une dynamique et personne n'est parfait. Ça, franchement, faut pas se mettre la pression. C'est faut ça. être parfaite, c'est impossible. Mais en fait, plus on va rechercher, plus on va se poser de questions, plus on va s'améliorer. Et on va en retirer soi-même en fait beaucoup de satisfaction parce que tu as l'impression d'être aligné avec ce que tu veux faire et c'est hyper important. C'est comme arrêter la viande. Il y en a qui, enfin, j'entends souvent dire mais je peux pas arrêter la viande. On te demande pas d'arrêter du jour au lendemain de consommer de la viande, mais c'est de commencer à être curieux, d'implémenter dans ton alimentation des choses qui font pas appel à l'animal. Et enfin, moi, j'ai commencé ça il y a quelques années. Pour l'instant, j'ai encore beaucoup de mal à complètement arrêter la viande, mais ça n'empêche que... Et en plus, c'est intéressant parce que du coup, ça te permet d'expérimenter des nouvelles recettes, de tester des nouvelles saveurs. Et en fait, il faut essayer de regarder cet aspect-là qui est intéressant et différent, plutôt que de regarder le côté négatif. Non, bah, je vais arrêter la viande. Non, commence déjà à diminuer ta consommation et ce sera déjà un pas énorme. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà un bon pas. C'est des baby steps, comme on dit. Exactement. Mais c'est toujours ça. En plus, je pense que plus que se dire « Ah, faut que j'arrête la viande », c'est « Ah, bah, je vais tester des nouveaux trucs, des nouvelles façons de manger, avec des végétaux. » Et moi, aujourd'hui, j'achète pas de viande chez moi, pas de viande, pas de poisson, rien du tout. Chez moi, je mange uniquement végétarien. Et il y a plein de recettes que je fais qui sont trop cool. Et c'est des trucs, des fois, j'ai des gens que j'invite et ils aiment trop parce que ça leur fait découvrir des nouveaux trucs. Et en fait, la bouffe végétarienne n'est pas chiante. Il y a plein de saveurs hyper cool. Et à côté de ça, j'ai pas complètement arrêté la viande, j'en mange très peu. Donc, j'en mange soit parfois parce que je suis avec des gens et tout et j'ai pas envie de faire changer tout un menu pour moi. Donc, il y a plein de moments, tu vois, en famille et tout. Voilà, c'est pas grave. Et puis, personnellement, j'aime quand même bien de temps en temps manger de la viande, de la bonne viande. Et donc, j'en mange à peu près une fois tous les 2 mois, mais de la viande que j'apprécie beaucoup. Et du coup, bah, je sais que je pourrais essayer de ne pas en manger. Et en fait, au début, c'était une fois par mois, après une fois tous les 1 mois et demi. Là, c'est une fois tous les 2 mois et je diminue au fur et à mesure. Enfin, et puis en plus, il y a aussi plein d'avantages dans les élevages. Il y a des choses qui sont bien. Il ne faut pas tout mettre à la poubelle direct. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, et le monde occidental en l'occurrence, consomme beaucoup trop de viande par rapport à nos besoins, par rapport au climat.
Et donc, en fait, chaque pas qu'on va faire pour améliorer ça, ça va dans le bon sens. Et c'est pareil, chaque avion qu'on ne va pas prendre, ça va prendre le bon sens. Chaque fois qu'on va dire, bah non, je vais pas prendre la voiture, je vais prendre le train. Là, je vais pas aller faire des vacances à l'autre bout du monde, mais je vais aller, je sais pas moi, dans le Lot faire du vélo et je vais y aller en avion. À chaque fois qu'on fait des choses comme ça, c'est des choses qui vont dans le bon sens. C'est des choses qui nous permettent de rentrer petit à petit dans des démarches différentes. Et du coup, il faut pas se dire que c'est tout ou rien. Il faut commencer à s'y intéresser. Il faut commencer à se poser des questions sans se mettre une pression démentielle. Mais en fait, on y rentre petit à petit. Moi, personnellement, je sais que j'ai eu un bilan carbone absolument déplorable pendant des années. Et c'est pareil, c'est pas parce que pendant des années, on a eu un bilan carbone pourri que ça veut pas dire, on peut pas agir ensuite, en fait. C'est pas parce que t'as pas bien fait des choses que tu peux pas changer. Y a parfois ce truc de, ouais, mais toi, t'as pris l'avion, je sais pas combien de fois, c'est hypocrite et tout. Bah non, en fait, parce que si on part là-dessus, on change jamais et du coup, on continue dans les mêmes trucs. Et alors, je me rappelle un truc qui m'avait assez marqué. Il n'y a pas si longtemps que ça, je discutais avec ma mère et je me disais, tu vois, un des trucs, j'ai adoré pouvoir voyager pendant mes études et c'était assez incroyable d'avoir ces opportunités-là, mais jamais, personne ne m'a dit, bon, par contre, tu vois, il y a plein d'avantages, mais il faut que tu saches qu'il y a aussi un impact qui est pas négligeable, qui est tel impact sur l'environnement. Donc déjà, ça veut dire que quand tu pars, tu sais que ça a un prix environnemental. Tu prends des décisions qui vont être différentes et t'en es consciente. Et ma mère, elle m'a dit, oui, enfin, si t'avais vraiment voulu les informations, t'aurais pu les trouver. Moi, je pense que quand t'étais jeune, t'avais surtout beaucoup envie de voyager. Bah non, en fait, parce que déjà, il faut savoir qu'elles existent, ces informations. Donc, moi, tu vois, à 20 ans, on m'avait jamais dit, fais gaffe, l'avion, c'est pas bien. Au contraire, on te pousse à prendre l'avion, on te dit, c'est génial. À l'époque, c'était, regarde Ryanair, regarde les prix des billets, c'est pas cher. Oui, mais il n'y avait pas du tout de discours il y a un côté négatif, quoi. Et je dis, bah non. Et puis, en fait, c'est pas normal de devoir aller chercher l'information. On devrait savoir que ça a des conséquences. Et ça veut pas dire tout arrêter du jour au lendemain, mais ça veut dire que on prend ça en compte, on est conscient que ça existe, on prend nos décisions en prenant en compte cette partie-là, en fait. Moi, je sais qu'il y a des décisions que je n'aurais pas prises dans ma vie d'expat si j'avais su ça. Et je pense pas que j'aurais eu une vie d'expat plus triste, en fait. Ça aurait été différent. Et il y a plein de chemins qu'on peut prendre dans notre vie qui sont différents. Mais j'aurais pas été plus triste, j'aurais pas moins découvert de choses. Et en plus, voyager d'autres façons, c'est aussi hyper intéressant, en fait. Parce que le voyage, c'est pas forcément juste aller le plus vite possible d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de choses dans le voyage et je pense que c'est important qu'on continue à aller découvrir d'autres endroits. Mais ça peut ne pas être à l'autre bout du monde, ça peut être à l'autre bout du monde une fois pendant un certain temps. Il y a plein de possibilités qui ne sont pas forcément prendre l'avion toutes les 2 semaines, quoi. Et pour rebondir aussi là-dessus, parce qu'on en avait parlé offline toutes les deux par rapport au triangle de l'inaction, parce que justement, je t'avais fait un commentaire que ouais, mais pourquoi moi je ferais l'effort alors que on me dit que c'est les grosses entreprises qui ont un impact plus important. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à ça? Ouais, alors le triangle de l'inaction, c'est quelque chose dont on commence à parler un petit peu quand on parle entre autres du climat. Alors moi, je parle beaucoup du climat parce que Time for the Planet, on est uniquement sur le climat, mais il y a beaucoup d'autres problèmes, la biodiversité, etc. Mais moi, je suis surtout sur le climat parce que c'est là-dedans que je me suis investie. Et donc, le triangle de l'inaction, en fait, c'est que tu as les entreprises, les citoyens et les gouvernements, les politiques. Et en gros, tu vas avoir les citoyens qui disent oui, les politiques qui font pas ce qu'il faut pour changer les choses, etc. Les politiques qui vont dire oui, mais en fait, ça, c'est le rôle des entreprises parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire les choses. Les entreprises qui vont faire oui, mais en fait, c'est les citoyens qui nous achètent les choses, donc c'est eux, la demande, elle vient d'eux, donc nous, on fait que répondre à la demande. Et tu tournes en rond comme ça pendant très longtemps parce que à chaque fois, c'est oui, mais c'est l'autre. Et donc, tu as ça avec entreprises, gouvernements, citoyens, mais tu as aussi ça avec autres pays, en fait, où tu vas avoir des gens qui disent bah oui, mais je vois pas pourquoi moi je ferais quelque chose alors qu'en Chine, oui, mais machin. Et donc, t'as énormément, on renvoie la balle à d'autres. Et en fait, ça, tant qu'on fait ça, on n'avance pas du tout. Parce que tant que tu dis, non, mais c'est pas moi, c'est les autres, tout le monde fait ça et personne ne fait rien. Donc ça, on est d'accord que quand personne ne fait rien, personne ne fait rien. Ouais, donc du coup, c'est vraiment, c'est vraiment gaspiller son énergie dans quelque chose de complètement inutile, en fait. Ah oui, on n'avance pas du tout. La première chose, je pense, qui est hyper importante, c'est qu'avant de se poser la question de ce que font les autres, c'est de savoir si nous, on est aligné avec ce qu'on pense qui est important. Parce qu'en fait, peu importe ce que font les autres, si quelqu'un tue quelqu'un, c'est pas pour ça que nous, on va aller tuer quelqu'un. On se dit pas, bon, puisque les autres le font, pourquoi pas? Non, on est profondément persuadé que c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Et donc, on ne le fait pas. Et donc, c'est pareil, en fait. C'est pas parce que quelqu'un fait un truc pas comme il faut, qu'il faut pas faire,
que ça veut dire que nous, on va faire la même chose. Il faut déjà être aligné avec soi-même en dehors de ce que les autres font. Et je pense que c'est hyper important. Et en plus de permettre de rentrer dans l'action, ça permet aussi d'enlever beaucoup cette négativité, parce qu'en fait, on est énervé, tu vois, quand on dit « ouais, mais personne ne fait rien, nanana », ça nous énerve, ça nous stresse. Et en fait, quand toi, tu commences à t'aligner avec ce que tu penses qui est important, indépendamment des autres, ça t'offre aussi, tu te sens mieux, quoi. Tu sens que tu vas dans le bon sens. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon ancien poste. C'est parce que je sentais que d'un côté perso, je tirais dans un sens, et d'un côté pro, je tirais dans l'autre. Et en fait, ça, c'est pas bon mentalement. Tu te sens pas bien quand t'es pas aligné avec ce que tu penses qui est important. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, évidemment, tout seul, on peut pas changer les choses. Donc, toi, tout seul, ça change rien. Mais toi, tout seul, plus tous les autres tout seul, ça fait beaucoup. C'est exactement comme aller voter. Toi, ton vote tout seul, voilà. C'est un vote. Mais en fait, si tout le monde fait ça et que personne ne vote, il se passe rien. Si tout le monde va voter, c'est l'addition de tous ces gens-là qui votent qui font que on va avoir tel ou tel président. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va voter. On se dit pas, oui, non mais moi, on s'en fout. On se dit non, mais c'est important parce que chaque vote compte et c'est important. Et si on le fait tous, on va pouvoir faire changer les choses. C'est exactement pareil. Il faut que tous on fasse des choses. Il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que nous, en tant que citoyens, c'est nous qui dépensons dans les entreprises, c'est nous qui votons pour les politiques, c'est nous qui avons la capacité de manifester quand on pense que c'est important, de signer des pétitions quand on pense que c'est important. En fait, on a plein de leviers d'action, donc on influence énormément. Quand on achète un produit, si l'entreprise, elle pollue en faisant ce produit, nous, en l'achetant, on lui dit, ok, je suis d'accord pour que tu pollues. J'achète ton produit alors que tu pollues. Et ça, c'est hyper important. On a un pouvoir énorme là-dessus. Et en fait, quand il y a plein de gens qui vont faire des actions ensemble, ça va créer un effet beaucoup plus fort, en fait. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on commence à agir, souvent, on inspire d'autres gens, en fait. Parce que tu vas commencer à faire certaines actions, tu vas en parler, mais sans dire aux gens qui doivent faire comme toi, mais tu vas en parler parce que ça fait partie de ta vie. Et il y a des gens qui vont dire, tiens, c'est marrant, ça a l'air intéressant, et qui vont s'y mettre aussi. Et ça crée un peu un cercle vertueux qui est beaucoup, beaucoup plus positif que celui de, non, mais de toute façon, je fais rien parce que personne ne fait rien. Ça, c'est pas très, très positif. Et en fait, c'est vraiment... le triangulation, pour moi, c'est un des trucs qui bloque l'action, mais de partout, pour une raison un peu débile. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison de dire non, c'est pas moi, c'est l'autre, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Faisons chacun à notre échelle ce qu'on peut faire. Et si chacun fait ce qu'il peut à son échelle, ça va se résoudre. Si chacun est en train de regarder l'autre pour voir ce que l'autre fait, et tant que l'autre n'a pas fait, il ne fait pas, c'est ça. Il ne va pas se passer grand-chose. Quoi. Mais du coup, je pense que ce qu'il faut, et malheureusement tout le monde ne l'a pas encore aujourd'hui, c'est avoir déjà une ouverture d'esprit. Oui. Tu vas être ouvert, d'être curieux aussi. Et ça, des fois, moi je le vois dans mon entourage, je trouve qu'il manque beaucoup de ça parce que j'ai un entourage qui est jamais parti à l'étranger ni quoi que ce soit. Et je trouve qu'ils n'ont pas forcément cette ouverture d'esprit que nous on peut avoir et cette curiosité. Et ils sont souvent aussi, je trouve, je suis désolée pour les Français qui nous écoutent, mais dans le jugement ou dans la critique, et tu l'as dit, c'est tout un cercle qui est dans la négativité. Et tu dis, mais cette négativité, elle nous emmène absolument nulle part, quoi. Ouais, disons que râler pour râler, ça sert pas à grand chose. On va dire que râler quand tu protestes pour des trucs importants et tout, c'est autre chose. Et moi, j'ai eu des débats énormes avec ma mère sur le fait que des fois, elle râle. Et je dis, du coup, tu fais quoi concrètement? Enfin, écris à ton député, je sais pas, tu vas faire un truc concret. Je dis, ouais, mais ça sert à rien. Ça sert pas beaucoup plus d'être en train de râler, mais elle est en train de changer d'ailleurs là-dessus. De plus en plus, elle commence à vraiment s'engager. Et en fait, il y a plein de choses où on peut s'engager. Et alors après, je mettrais juste un bémol sur ce que tu as dit par rapport aux Français qui partent à l'étranger et tout. Ça dépend comment tu voyages en fait, beaucoup, parce que je connais aussi des expats qui restent que entre Français, qui connaissent pas du tout la culture de leur pays et qui sont pas du tout ouverts. Et du coup, ça dépend comment tu voyages. Si tu voyages pour connaître, comprendre, rencontrer d'autres gens, t'ouvrir, ou si tu voyages juste parce que c'est cool de voyager, tu veux vivre dans un endroit qui est beau et qui fait rêver, mais que tu t'intéresses pas vraiment à la culture. Oui, après, tu vois, des fois aussi le voyage, c'est aussi un moment où on a envie de faire un break, tu vois, de sa routine, du travail, etc. Donc, tu vois, des fois, j'ai un peu le cœur qui balance dans le sens où j'ai aussi vécu à un moment donné où je travaillais tellement que des fois, j'avais besoin d'aller une semaine au bord d'une plage et, tu vois, j'y allais pas pour découvrir une culture, j'y allais vraiment juste parce que j'étais lessivée, comme toi, t'as beaucoup travaillé, enfin, tu vois, il y a un moment donné, t'as besoin d'un break. Alors ça, je suis d'accord. Ceci dit, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a construit un imaginaire où faire un break et voyager, ça veut dire aller loin sur une plage paradisiaque. Ouais. Et en fait, là, tu vois, moi, mes dernières vacances, je les ai fait en France. Donc, j'habite à Londres, mais je viens en France, mais en Eurostar, je ne prends jamais l'avion. Et donc, j'étais en France pour mes vacances. Et j'ai fait une semaine où j'étais en plein milieu du Vercors, en rando, pendant une semaine complètement déconnectée. C'était magnifique, c'était incroyable. Et je pense que j'ai jamais autant déconnecté qu'en faisant ça.
J'ai été dans plein d'endroits dans ma vie et j'ai complètement déconnecté. Et ensuite, j'étais vers Annecy où j'ai fait du parapente. Donc, j'ai fait 5 jours de parapente et pareil, j'ai complètement déconnecté. Et puis, c'est très, très beau vers Annecy. Il y a plein d'endroits magnifiques. Et en fait, souvent, pas très loin de chez nous, on a des endroits où on peut partir et déconnecter, mais complètement. Et un des trucs, alors moi, à titre personnel, que je trouve très, très efficace, plus que de partir à l'autre bout du monde, c'est de faire des activités sportives parce que ça te permet de déconnecter très vite et de faire des trucs en lien avec la nature. Pareil, ça te sort en fait de ce quotidien qu'on a un peu à 100 à l'heure, de la ville, des réseaux, d'internet et tout ça. Et en fait, ça va te sortir de ça et c'est pour moi beaucoup plus efficace que de prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde. Enfin, c'est pas forcément ça c'est pas le fait d'aller à l'autre bout du monde en fait qui te déconnecte. Mais on a construit cet imaginaire et de façon assez amusante, tu vois. Il y a pas très longtemps, j'ai eu un mail de ma banque qui parlait des voyages et il le symbolise par l'avion. J'ai une collègue qui, dans son entreprise, sur l'emploi du temps, quand tu prends des congés, le symbole, c'est au début de tes congés, c'est un avion qui décolle et à la fin de tes congés, un avion qui atterrit. Et en fait, on a construit un imaginaire autour duquel les vacances, pour qu'elles soient bien, il faut partir en avion. Et si tu peux pas parce que t'as pas les sous, bah du coup, t'as des vacances pourries. Donc, tu vois, c'est vrai. En fait, c'est pas vrai, c'est quelque chose qu'on a construit pour plein de raisons, et qu'on nous martèle dans les pubs aussi. Moi, je vois, t'as tout le temps des pubs pour te dire, vas-y, pars, je sais pas où, pour en plus 15 balles en avion. Et, donc, et je pense qu'il faut qu'on arrive à reconstruire ces imaginaires-là aussi. De s'intéresser à d'autres façons de voyager, de commencer à faire ça, ça va aussi te permettre de découvrir d'autres choses et qui, ça se trouve, vont te plaire plus en fait. Et tu vas pouvoir déconnecter dans tous les cas. Non, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Mais c'est vrai que comme tu le dis, c'est du changement. Et dès qu'on doit faire du changement ou dans sa façon de penser ou de faire les choses, ça demande un effort supplémentaire. En général, on a du mal à vouloir faire cet effort en plus. Mais c'est pour ça que je trouve qu'il est super important déjà d'aller voir quelle est son empreinte carbone, de vraiment faire un pas en arrière et d'essayer de regarder ce qu'on fait, d'analyser les choses et d'essayer de mettre en place des actions qui peuvent justement nous permettre d'avancer. Et du coup, par rapport à Time for the Planet, pourquoi est-ce que toi, tu as choisi d'investir justement des actions? Alors, est-ce que tu peux aussi nous expliquer comment ça marche, ce système d'action? Ouais, bien sûr. Donc, quand j'ai découvert Time for the Planet, donc je ne travaille pas encore, je suis devenue actionnaire. Je suis devenue actionnaire très très vite. Je vais expliquer pourquoi juste après. Je vais juste dire ce qu'est Time for the Planet. Donc, Time for the Planet, on est un fonds d'investissement citoyen qui détecte et finance des innovations pour réduire ou capturer les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en une phrase, c'est ça. Et c'est vraiment basé sur le fait que tout le monde puisse participer. Donc, tout le monde peut devenir actionnaire à partir d'€1. Donc, qu'on soit étudiant, millionnaire, peu importe, on est tous concernés par le réchauffement climatique. Et donc, on peut tous être membres de Time for the Planet. Donc, c'est la première chose qui est très, très importante pour nous. La deuxième chose, c'est que nos innovations, on estime que c'est des innovations qui doivent avoir un impact global, parce qu'aujourd'hui, on est sur un problème qui est global, qui concerne le monde entier et qui est très fort. Et donc, comme on veut qu'il y ait un impact global, on utilise des modèles open source pour diffuser nos innovations. Et on veut rentrer dans quelque chose qui, au lieu d'être tout le temps de compétition entre les entreprises, de faire de la coopération et d'avoir, au lieu de créer juste des entreprises, de créer des marchés, d'avoir une coopération entre les personnes qui utilisent une même innovation. Quand ils l'améliorent, c'est partagé avec les autres qui utilisent cette innovation, etc. Donc vraiment rentrer dans cette ère de coopération parce que en fait c'est un petit peu un des gros challenges on va dire de notre époque, le changement climatique. Et puis ensuite on est à but non lucratif, donc ça peut être un peu étonnant parce qu'on est une société commerciale, un fonds, etc. Donc à but non lucratif ça peut paraître étonnant. Et en fait on est à but non lucratif parce que quand on va investir dans une entreprise et avoir des retours de ces entreprises-là par nos participations, au lieu de redistribuer ça entre nos actionnaires, on va réinvestir entièrement dans de nouvelles innovations. Et ça, le but, c'est qu'en fait, si on met son argent dans Time for the Planet, c'est pas pour faire du profit, c'est pour travailler son argent pour que le futur soit viable demain. Et donc, l'argent est toujours en train de travailler à faire de nouvelles innovations et à avoir l'impact le plus fort possible en termes de tonnes de CO2. Du coup, on parle en termes de tonnes de CO2. Donc, en tant qu'actionnaire, on récupère pas de l'argent, on récupère des tonnes de CO2 à la fin pour savoir quel a été l'impact de notre argent. Ouais, donc en gros... Pardon. Alors, en gros, c'est, par exemple, moi, aujourd'hui, je décide de donner 10€, 50€, 100€, peu importe la somme que j'ai envie de donner. Ensuite, cet argent, il va être réinvesti. Donc, il va permettre à des entreprises de justement avoir un impact plus important que moi, ma petite somme peut-être que je vais donner. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, si on s'unit tous ensemble, c'est ça qui va faire avancer les choses. Et donc, du coup, moi, je récupérerai jamais cet argent. C'est un argent que j'ai donné une fois, mais ça me... Tu peux le récupérer.
Ouais. Tu peux récupérer la somme exacte parce que pour le coup, en fait, notre but, c'est qu'à 10 ans, on puisse racheter les actions des gens au même prix. Ok. Parce que nous, le but, c'est que le modèle sur le long terme, en fait, comme on récupère de l'argent de là où on a investi, on puisse avoir un modèle qui est viable tout seul. Et donc, rendre cet argent-là aux gens. Et en fait, ils auront mis un peu leur argent quelque part à travailler pendant 10 ans et après, ils le récupèrent. C'est un peu l'esprit. Plutôt qu'il reste plutôt qu'il reste dans un livret A qui ne rapporte rien et qui n'aide pas la planète, essayons de le mettre quelque part et pour faire avancer les choses. Ok, super. Tout à fait, c'est le livret A du climat. J'adore. Et donc du coup, donc moi c'est pour ça aussi que je voulais faire cet épisode aujourd'hui parce que en général j'ai jamais fait des choses où je demande à mes auditrices et à mes auditeurs de me donner de l'argent pour pouvoir continuer à faire le podcast. Mais je me suis dit que ça serait intéressant si justement ils nous écoutent de pouvoir considérer d'aller jeter un, puisque je suis Time for the Planet depuis quelques temps et je trouve vraiment incroyable ce que vous faites. Et donc peut-être on mettra les descriptions, bien sûr le lien vers le site internet dans la description du podcast. Ce que je demande aujourd'hui à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être d'être assez curieux pour aller jeter un œil. Et même si pour vous, vous pensez que non, ce que je vais faire, ça fera pas la différence, si, dites-vous que ça fera la différence. Et peut-être aller donner même quelques euros si c'est pas grand-chose. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde, croyez, ils le sont pour moi aussi. Mais des fois, plutôt que d'aller, je sais pas moi, aller au resto vendredi soir, essayons de mettre un petit peu d'argent vers un meilleur avenir en fait. Tout à fait. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le rendre accessible, c'est que même avec 1 euro, ça nous aide. Alors, c'est sûr que 1 euro en termes de financement, c'est pas énorme. Mais par contre, plus on est d'actionnaires, plus on peut aller voir des gros investisseurs, plus on peut les convaincre. Et la force du collectif, c'est assez énorme. Et aujourd'hui, on est plus de 60 000 actionnaires de Time for the Planet. On a levé plus de 11 millions d'euros. Et en fait, ce qui nous permet d'aller chercher des plus gros tiers, d'aller chercher des plus gros acteurs, etc., c'est d'avoir en fait plein de citoyens qui se mobilisent et donc même si on n'a que 1 euro, c'est quand même quelque chose qui est utile pour le mouvement, même si en termes de financement pur, c'est sûr que c'est pas énorme, mais ça nous aide à avancer et donc faut pas se dire ah ouais mais moi j'ai que 1 euro, j'ai que 10 euros et ça, c'est pas, si on a rendu ça accessible à partir d'1 euro, c'est parce que nous on pense que c'est important. Donc, ouais, parce qu'on est combien de millions de Français en France? On est combien de millions? On est 60... ouais, plus de 63 millions, je crois. Ou plus, 60 quelque chose millions. Voilà, mais si tu dis si chaque personne met 1 euro, ça fait déjà 60 millions. C'est quand même énorme. Et après, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est, moi, je peux investir aujourd'hui, je peux en parler à mes parents, qui peuvent en parler à leurs meilleurs amis, qui peuvent en parler à machin, etc. Et c'est aussi l'importance de communiquer là-dessus et de faire passer le message, en fait. Ouais, tout à fait. Et donc, moi, je suis devenue actionnaire. Une des raisons principales pour lesquelles je suis devenue actionnaire de Time, c'est parce que déjà, j'ai trouvé ça hyper intéressant d'utiliser l'entrepreneuriat et l'entreprise, non pas juste pour faire du profit, mais pour faire quelque chose qui a du sens, en fait, qui fait évoluer la société dans le bon sens. Et je crois vraiment que les entreprises ont un impact sur nos sociétés. Mm-hmm. Et plutôt que d'avoir un impact qui est seulement centré sur le profit, on peut avoir des entreprises qui ont un impact centré sur le bien de l'humanité, sur faire évoluer notre société dans le sens positif. Et du coup, ça, c'est la première chose que j'ai trouvé hyper intéressant. Et la deuxième chose que je trouvais, que j'ai beaucoup aimé avec Time dès le début, c'est que c'est une communication hyper positive parce qu'en fait, on nous a vraiment, pendant plusieurs années, parlé du changement climatique de façon très très négative, c'est une catastrophe, etc. Et alors c'est vrai que quand on regarde ce qui pourrait se passer, ça donne pas envie. Quand on regarde ce qui s'est passé cet été avec les nombreuses canicules, c'est vrai que c'est pas très joyeux comme avenir. Et en même temps, il y a plein d'espoir aussi là-dedans, il y a plein de choses à faire, il y a plein de communautés qui se bougent, il y a plein de gens qui se bougent, qui font des choses extrêmement intéressantes. Et un challenge comme celui-là, c'est une énorme difficulté, mais c'est aussi l'occasion pour nous de réinventer plein de choses, de revoir comment on veut faire construire notre société, de changer en fait. Et on a beaucoup vendu le changement climatique comme quelque chose d'horrible, déprimant, etc. Alors que je pense sincèrement que c'est aussi une opportunité pour nous de faire changer plein de choses, de rentrer en action, de construire des communautés. On a des gens hyper inspirants qui travaillent là-dedans. Et donc cette communication beaucoup plus positive, et on a on parle souvent d'apéroiser le changement climatique, parce qu'on considère qu'en fait cette lutte contre le changement climatique, il ne faut pas qu'elle soit déprimante, triste, etc. Il faut qu'elle soit joyeuse, il faut qu'elle soit dans l'action. Et on ne peut pas garantir qu'on y arrivera, parce qu'on ne peut jamais garantir des choses comme ça. Mais en tout cas, on essaiera tous ensemble, et on le fera en étant joyeux. Et puis moi, j'ai toujours dit que même si Time foirait complètement, avant d'y travailler, parce que maintenant j'y travaille, mais avant d'y travailler, quand j'étais à la communauté, je disais même si ça foire complètement, rien que le fait d'avoir rencontré tous ces gens dans la communauté, d'avoir eu tous ces échanges, j'ai des vrais amis que j'ai eu de cette communauté, rien que ça, c'est magnifique en fait. On aura déjà fait un truc de fou. Et puis en plus, pour ceux qui ont des enfants, j'ai pas d'enfants, mais j'ai une filleule qui a
7 ans. Par exemple, j'aimerais bien que elle, quand elle a l'âge que j'ai aujourd'hui, par exemple, bah, qu'elle se dise, oui, mes parents, ma famille, ils ont fait des choses pour qu'on ait un meilleur avenir et qu'ils soient fiers de nous aussi, en fait. Ouais, et puis je pense que c'est aussi d'être dans des choses comme ça, de leur en parler, ça leur donne aussi l'espoir. Il y a énormément d'éco-anxiété dans les jeunes et les enfants, etc. Et de voir leurs parents, leurs proches faire des choses, se bouger, être beaucoup plus positif, bah, ça va aussi les aider à passer ça, je pense. Parce que c'est sûr que si tu as des parents qui disent, non, de toute façon, tout est foutu, c'est la merde, on va pas s'en sortir, et donc on va rien faire parce que de toute façon, c'est la faute des Chinois. Bon, en tant qu'enfant, c'est un peu lourd, tu vois. Super comme éducation, effectivement. Tu pars dans la vie avec un poids qui c'est clair. Alors que c'est le contraire, tu as des gens dans l'action qui font des choses, qui sont inspirants en fait par ce qu'ils font. Et bah, tout de suite, ça a aussi donné envie à ces enfants-là de suivre, d'avoir plus d'espoir, etc. Donc c'est hyper important. Et juste bah, pour terminer par rapport un petit peu à mon parcours très rapidement, parce que donc ce que je disais, c'est que j'ai décidé de quitter mon job l'année dernière en juin 2021. À l'époque, j'étais actionnaire, ce qui a participé à ma réflexion d'être actionnaire de Time, pas Time en elle-même, mais de la communauté, de beaucoup discuter avec d'autres gens qui se posaient beaucoup de questions sur le climat. Ça a, on va dire, accéléré ma réflexion que j'avais déjà entamée sur ce que je voulais faire professionnellement pour être plus aligné avec mes opinions personnelles et ce que je pense qu'il faut faire dans le monde. Donc j'ai décidé de quitter mon taf, de démissionner en juin 2021. Mes parents étaient un peu déboussolés par la décision. Ils m'ont dit, ouais, enfin, quand même, un plutôt bon confort, plutôt un bon salaire. Je pense pas que tu devrais attendre d'avoir un autre taf. Ouais, tout ça. Non. Donc, j'ai démissionné, donc j'avais pas de chômage, etc. Parce que plus en tant qu'expat, on a toujours des contrats. C'est ça. Bon, c'est toujours un peu plus compliqué. Et de toute façon, j'ai démissionné, donc ça a réglé le problème. Et du coup, c'était assez marrant. Et donc moi, je voulais un petit peu réfléchir à ce que je voulais faire. Je savais pas trop. Je savais que je voulais travailler dans l'environnement et plutôt dans le climat ou la biodiversité, qui est un autre sujet qui m'intéresse énormément. Donc je me posais pas mal de questions sur ce que j'allais faire et j'étais assez active en tant que bénévole dans la communauté, donc je connaissais bien les différentes personnes de Time. Et en fait, j'ai pas eu le temps de réfléchir tant que ça, puisque en fait en septembre, quelque chose comme ça. Moi, je devais finir mon boulot en décembre de l'année 2021. En septembre, quelque chose par là, j'ai certains des cofondateurs avec qui j'ai discuté et qui cherchaient quelqu'un pour faire l'international. Moi, ça faisait partie des grosses questions de si j'allais continuer dans l'international, parce que comme je voulais plus faire d'export, pour en parler, je voulais ne pas être dans un boulot où je dois prendre l'avion tout le temps, dans une entreprise qui favorise énormément le train et que c'est vraiment l'avion, que s'il n'y a pas le choix, mais qui ne sont pas poussés à prendre l'avion. Donc j'avais plein de trucs comme ça qui étaient devenus importants pour moi et qui n'étaient pas du tout dans un choix de job avant. Et donc, j'étais pas sûre du tout de repartir à l'international. Et donc, quand j'ai discuté avec eux, ils cherchaient quelqu'un pour Time, pour l'international, pour faire développer Time à l'international, et qui, du coup, combinait un petit peu mes deux gros sujets, le voyage et le fait d'être dans d'autres pays que j'ai toujours adoré, et de pouvoir le faire pour une cause en laquelle je croyais, pour le climat, en ayant un impact positif. Donc, j'ai quand même une chance énorme à ce moment-là de ma vie d'avoir eu ces opportunités-là. Des fois, tu as des planètes qui s'alignent. C'est assez fou. Puis surtout, quand tu démissionnes et que tu sais pas ce que tu vas faire, c'est assez marrant de voir comment les choses se déroulent. Et du coup, donc, j'ai rejoint Time donc en janvier de cette année. Et juste le truc, je pense, qui est important, ça fait du bien, en fait, d'être aligné entre ce qu'on fait et au travail et ce en quoi on croit. C'est pas toujours évident de quitter son boulot et quand on est à l'international, ça l'est encore moins. C'est des vrais challenges. On peut faire changer plein de choses dans son entreprise et typiquement en tant qu'expat, encourager à ce que ils ne voient pas en avion tout le temps partout, qu'ils comprennent un peu plus que l'importance du train. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais je pense que quel que soit le métier qu'on fait, on a la possibilité de progressivement faire changer les choses dans ces entreprises. Il y a plein de gens qui montent des groupes RSE dans leurs entreprises, etc., que ce soit en France ou à l'étranger. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et après, en termes d'expatriation, que vous soyez déjà expatrié ou que vous vouliez le faire, c'est des choses qu'on ne prenait pas forcément en compte l'impact carbone avant. On a parlé l'autre jour des conteneurs, de ramener des conteneurs entiers d'un pays à l'autre, qui a un impact non négligeable aussi quand on déménage. Et on parlait entre autres du fait de revendre et de racheter d'occasion quand on arrive, qui a beaucoup d'impact. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut aujourd'hui prendre en compte en s'expatriant. Ce qui est important, c'est de s'informer, d'essayer de comprendre quels sont les impacts de nos actions. Et plutôt que de le voir comme une contrainte de quelque chose de difficile, le voir comme une opportunité de faire les choses autrement, de découvrir d'autres choses et de réinventer en fait
des modèles qui existent depuis un certain temps maintenant, hein, contrats d'expat, des trucs hyper... comme moi, quand je suis arrivée, déjà, les contrats d'expat, ça a commencé à changer un peu, mais je me rappelle, expat, c'était une vie, tu as fait une piscine et tout. Voilà, c'était des choses comme ça. Et en fait, on peut réinventer ça, et plutôt que de voir ça comme un truc horrible où on se dit oh là là, on va retourner au Moyen-Âge et puis on va plus pouvoir rien faire. Non, c'est pas vrai, c'est juste qu'on est en train de réinventer d'autres façons de le faire, et en prenant en compte l'environnement, ce qui est quand même beau en fait. Donc on se dit on va pas prendre en compte que notre tronche, on va prendre en compte la nature, la biodiversité, plein de choses et les autres en fait, pas juste nous, mais les autres êtres humains qui sont nombreux sur cette planète. C'est ça. Et je trouve que c'est hyper cool en fait d'avoir cette possibilité de réfléchir les choses et de challenger ce qui existe déjà pour en faire quelque chose de beaucoup plus positif. C'est quand même génial. Alors, se dire qu'on a la capacité en tant qu'être humain de participer à créer un système qui va être beaucoup plus positif, c'est quand même dingue. On est à une époque de l'humanité où on a cette possibilité-là, et il n'y a pas beaucoup de générations qui l'ont eu. Et en fait, notre génération qui vit en ce moment, on a ce pouvoir-là, on a cette possibilité-là. Et en fait, demain, on pourra, si on y arrive, on pourra être hyper fiers de ce qu'on a fait, nos enfants aussi. Enfin, c'est quand même ouf. Et c'est une vraie opportunité. Moi, au début, je le voyais comme hyper déprimant, hyper difficile. Et en fait, quand tu commences vraiment à y passer plus de temps, à comprendre les enjeux et à comprendre en fait ce que tu pourrais réussir à changer dans le monde, c'est génial. C'est clair. Parce que, tu sais, ça me fait... ce que tu me dis, ça me donne envie de rebondir sur le fait que dans les livres d'histoire, tout résonne, c'est la guerre. Il y a toujours eu des guerres et des guerres. Bon, au jour d'aujourd'hui, il y a des guerres aussi, hein, on va pas le cacher. Mais nous, on peut plutôt de faire la guerre, on va s'unir ensemble pour un changement plus positif. Et je te rejoins sur ce que tu dis, c'est que du coup, ça a un impact tellement plus optimiste, positif, etc. Donc, c'est trop bien. J'adore ta version d'apporter ce message, et je te remercie encore de justement partager avec nous aujourd'hui, parce que du coup... C'est avec plaisir. Je trouve que malheureusement, on a rendu le changement climatique beaucoup trop déprimant. Et en fait, je pense vraiment qu'il y a des choses à faire incroyables, et y compris en tant qu'expat, et revoir la façon de voyager. Enfin, moi, je regarde des choses pour voyager en voilier et tout, et on se dit, oh là là, ça a l'air compliqué et tout, mais en même temps, il y a un côté génial, tu vois, genre, c'est l'aventure. Tu t'imagines l'époque de Christophe Colomb quand t'es parti sur un voilier, c'est un peu pareil. Moi, je t'avoue que j'ai un peu le mal de mer, donc partir sur un voilier, ça me fait un petit peu peur, mais encore une fois, ça me permet quand même de repenser mes voyages en avion, carrément, les retours en Europe que je vais devoir clairement diminuer, mais encore une fois, le tout, c'est de faire l'effort de rechercher, de vouloir faire quelques petits changements. Mais du coup, comme tu le sais, tu as déjà donné beaucoup de conseils, mais si aujourd'hui une personne nous écoute, quelle est la chose qu'elle devrait aller faire, là, maintenant, tout de suite, pour essayer d'avancer dans la direction, justement, un petit peu plus positive? Est-ce que tu lui dirais d'aller déjà faire son empreinte carbone? Est-ce que tu lui dirais d'aller regarder le site de Time for the Planet? Il y a aussi le podcast qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas. J'adore ce titre, qui peuvent aller écouter. On aime bien faire des petites... On aime bien l'humour. Donc, effectivement, on a un podcast qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas, qui est aussi notre slogan. Hein. On a un livre qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est que les petits gestes sont importants, mais qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose qui demande beaucoup plus. Et entre autres, pas juste des actions individuelles, mais des actions collectives. Et c'est pour ça que Time for the Planet a été créé. C'est parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'actions collectives tous ensemble. Et donc, même si pisser sous la douche, c'est bien, ça ne suffit pas. Donc peut-être aller voir le site de Time for the Planet et essayer d'investir même le moindre euro, ça sera déjà un pas en avant. Et ensuite, est-ce que tu dirais peut-être d'aller consulter son empreinte carbone, ou quel est le conseil? Je dirais même si je suis chez Time for the Planet et que pour moi c'est quelque chose d'hyper important, je dirais même que faire son empreinte carbone, ça passe peut-être même avant que d'aller voir Time for the Planet, parce qu'en fait c'est en comprenant les enjeux, en apprenant, en s'informant, qu'ensuite on est capable de passer à l'action. Et alors moi personnellement, je trouve qu'un moyen de passer à l'action, Time for the Planet, c'est un moyen assez formidable avec cet esprit de communauté, mais ça peut ne pas convenir à tout le monde, et il y a peut-être d'autres gens qui trouveront d'autres moyens de passer à l'action. Mais en fait, la première chose pour pouvoir passer à l'action, c'est de comprendre là où on est et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc je pense que c'est vraiment un peu la base de chercher à s'informer. Donc empreinte carbone évidemment, et puis de suivre aussi des gens qui parlent du climat. Alors je suis pas d'accord avec ce que tout le monde dit sur le climat, mais il y a Jean-Marc Jancovici qui est très connu, qui fait des conférences, etc. Donc pareil, on peut être d'accord avec certaines choses et pas d'autres de ce qu'il dit, mais en tout cas il sensibilise énormément. Il y a Bon Pote qui écrit souvent des articles aussi. Il en écrit entre autres sur l'impact de l'avion, du train, etc. Voilà, c'est toujours tout est bon à lire pour s'informer, pour comprendre, et puis c'est ça qui nous permet ensuite
de rentrer en action. Et puis, bien évidemment, Time for the Planet, c'est une façon d'agir qui est plutôt cool. Et je conseille à ceux qui ont envie de mettre de l'argent, mais aussi de s'impliquer, de rentrer dans notre communauté. Donc, sur The Pixit, on peut rentrer dans la communauté. On a une petite rubrique Agir, rejoindre la galaxie de l'action. C'est pas la galaxie de l'action, parce que le but, c'est d'être dans l'action. Et en fait, non seulement ça permet Time for the Planet de grandir, d'aider Time for the Planet à grandir, mais c'est aussi une façon de rencontrer d'autres gens qui, eux aussi, des fois, se posent des questions, qui parfois prennent l'avion et s'en veulent, et du coup, ils vont en parler. Et donc, ça permet aussi de relativiser, de s'échanger des conseils. Et on est vraiment dans une communauté qui n'est pas là pour juger. Le but, c'est qu'on accepte tout le monde. Tout le monde est à des stades différents de ce qu'il fait et à des vies différentes, des histoires différentes. Donc, le but, c'est vraiment pas de juger. Mais ça aide à rencontrer des gens, à avancer sa réflexion, à voir ce qu'on peut faire, quels sont nos leviers d'action, etc. Et en plus, c'est une communauté qui alors je trouve que bienveillance, c'est un mot très, très galvaudé, un peu trop, mais qui est sincèrement très bienveillante, dans le sens où c'est toujours le but de faire avancer les choses, de faire avancer les choses ensemble, et pas d'aller écraser la tête de celui qui n'a pas été parfait et qui a mangé une pièce de bœuf hier. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit, et je pense que surtout quand on rentre dans ces sujets-là, d'avoir des gens de plein de backgrounds différents. On a des gens qui viennent de plein d'industries différentes. On a des gens qui travaillent à Airbus, on a des gens qui travaillent à Volvo. Enfin, on a des gens qui travaillent dans toutes les industries, y compris les industries polluantes. Et en fait, d'être avec des gens comme ça, qui se posent des questions et tout ça, et qui ne sont pas dans le jugement, mais qui vont nous aider à avancer, c'est hyper précieux. Et je pense que sinon, on a l'impression d'avancer seul, en fait. Et les communautés, c'est hyper important pour ça. Donc voilà. C'est la force. L'union, c'est la force. Tout à fait. Et surtout, ça te donne une énergie de fou. C'est clair. Super. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé au podcast de Fille Expat aujourd'hui. Merci pour tes nombreux conseils, pour ton partage d'expérience. Et puis, je te dis à très vite. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.